Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Elodie a 37 ans, elle est expatriée en Australie depuis 2011 avec son mari et ses 2 garçons. À 9 ans, Elodie avait déjà écrit dans son journal intime que quand elle sera grande, elle parlera anglais, elle sera mariée avec quelqu'un qui parle anglais et elle habitera dans un pays au bout du monde. Elodie a toujours eu envie de faire les choses différemment et de ne pas rentrer dans le moule. À 22 ans, en 2007, elle part en Australie en vacances avec une copine. Elle revient en France à contre-cœur et reprend ses études. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle reviendra un jour. En août 2008, elle tombe amoureuse de Guillaume, un ancien copain de lycée. 2 ans plus tard, ils s'apprêtent à déménager à Bruxelles. Mais avant le fameux départ, ils ont 1 mois de vacances. Et devinez où est-ce qu'ils décident de partir ? En Australie, bien évidemment. Au bout de seulement 2 jours de vacances, une opportunité se présente à eux. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont changé totalement de vie, sans franchement trop se poser de questions. Ils ont juste foncé. Un départ à l'autre bout du monde, tomber enceinte au même moment, être à son compte pour des clients français avec 10 heures de décalage, lancer un autre business en Australie, ça n'a pas toujours été facile, ils ont connu des moments difficiles et elles nous dévoilent les difficultés de ce changement de vie. En 2016, ils ont 2000 $ sur leur compte en banque et décident de miser la totalité dans une start-up qu'ils lancent ensemble. Ils vont connaître des années incroyables, mais tout s'arrête brutalement avec le Covid. En une seule nuit, ils se retrouvent à la maison tous les 4, le temps s'arrête et devinez quoi ? Ils vivent leur meilleure vie. Ils réalisent qu'ils n'ont aucune envie de reprendre leur vie et encore moins de remettre les enfants à l'école. Ils vendent leur maison, retapent une caravane et partent sur les routes de l'Australie. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Toute la petite famille est aujourd'hui en Afrique depuis quelques mois et ils ne sont pas prêts de rentrer. Elodie vient d'inscrire ses enfants dans une école au fin fond de la Tanzanie. Allez, je vous laisse découvrir tous les détails de cette folle histoire qu'est l'aventure de leur vie. Salut Elodie! Salut Sandra! Comment tu vas ? Écoute, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu ? Je vais très bien également, je te remercie. Alors souvent, tu sais, je commence au début en expliquant qu'on a mis du temps à caler ce rendez-vous pour enregistrer cet épisode ensemble. Je pense que tu es la gagnante, tu es la winneuse. Parce que clairement, franchement, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des galères avec certaines de mes invitées et de pas réussir à caler, à se fixer un rendez-vous. Mais là, vraiment, t'es la winneuse. Enfin, on a vraiment eu du mal. Donc, waouh, on le fait enfin, quoi. Oui, parce que je crois que ça fait depuis novembre qu'on a commencé à papoter. Ah ouais, tu vois, incroyable. Bon, c'est pas grave, voilà, là, on y est, nous y sommes. Normalement, ça devrait bien se passer. Tu vas nous expliquer où tu es, mais Elodie, elle est à l'autre bout du monde. Du coup, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème de Wi-Fi. Mais ça va le faire. Elodie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Pas de souci. Alors moi c'est Elodie, je suis bourguignonne de naissance. J'ai 37 ans et avec mon mari qui est bourguignon aussi, car nous étions au lycée ensemble, nous sommes expatriés en Australie à Brisbane depuis 2011. Donc nous sommes une famille depuis franco-australienne avec 2 petits garçons de 8 et 11 ans qui sont nés là-bas. Et après 10 ans de vie en Australie, il y a 2 ans, on a décidé de devenir nomade et de parcourir les routes australiennes pour commencer, et puis maintenant les routes du monde en famille. En fait, je dis 2 ans, ça fait 2 ans et demi déjà. Pourquoi en 2011, vous décidez de vous expatrier. Qu'est-ce que tu faisais avant ? C'était quoi ta vie ? Et pourquoi ce choix-là ?
Alors, je crois que si on remonte à bien avant 2011, on peut remonter à la Élodie qui doit avoir 9 ou 10 ans et qui a son premier journal intime et qui écrit dans son journal intime que quand elle sera grande, elle habitera dans un pays au bout du monde, qu'elle parlera anglais et qu'elle sera mariée avec quelqu'un qui parlera anglais et que ses enfants parleront anglais. J'ai Ah retrouvé ouais, t'étais le, déjà très j'ai précise. j'ai retrouvé le journal intime chez mes parents l'année dernière et je me dis: «Waouh, c'est incroyable d'avoir écrit ça». Je devais avoir, 9 ans et je crois que j'étais inspirée par ma tante, française qui était mariée avec un Anglais et mes cousins qui étaient, anglais et français et c'était quelque chose qui me plaisait et qui me donnait, très, très envie. Donc depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'avais cette envie de vivre une vie, différente au bout du monde et d'avoir des enfants bilingues. Incroyable. C'est fou cette histoire. Et ensuite, bah, la vie a continué. J'ai un parcours de vie assez traditionnel dans une famille, bourguignonne avec, des parents, qui cheminots, agents SNCF et avec une petite sœur de 3 ans, 2 ans et demi de moins que moi. J'ai fait mes écoles, collège, lycée, avec toujours cette envie de pas vouloir rentrer dans le moule. C'était incroyable parce que aussi bonne élève que je pouvais être, j'avais cette envie de faire les choses, différemment et j'étais toujours à la quête de l'activité ou, l'expérience que je pourrais faire que les autres ne font pas et c'est quelque chose qui m'a suivie dans toute mon éducation, lycée, fac, malgré un parcours très traditionnel. J'avais des missions et je m'engageais dans des associations où j'avais des envies sur le côté qui faisaient que j'avais toujours envie de voyage, j'avais toujours envie de voir le monde, j'avais toujours envie d'aider les autres. C'est quelque chose qui a fait partie de moi depuis quasiment toujours. Et donc quand tu es partie en Australie, tu avais quel âge et est-ce que tu avais un job du coup, tu as quitté un job? Comment ça s'est passé? La première fois que je suis partie en Australie, je suis partie en 2007 avec une copine. Je venais d'annoncer à mes copines, donc 2007, j'avais 22 ans. Et je venais d'annoncer à mes copines en février que je partais en Angleterre, à Londres, pour juillet-août, pour améliorer mon anglais. J'étais assez fière de pouvoir partir toute seule en Angleterre. Et là, j'ai une copine de collège, une copine de toujours, qui dit: «Ah bah moi, je voulais vous annoncer un truc. Moi, je pars en Australie». Et là, je l'ai regardée et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner 2 mois à Londres, alors qu'elle, elle part à Brisbane, en Australie, au bout du monde» et d'un seul coup, ça m'a fait, rêver. Donc bah, en fait, en commun accord avec elle, j'ai changé tous mes plans et en fait, au mois de juin de la même année, donc 2007, je suis partie avec elle à Brisbane, juste, pour les vacances d'été entre mon master 1 et mon master 2, donc de juin à septembre-octobre. Et on est parties toutes les 2 avec un visa Working Holiday pour pouvoir travailler sur place pendant l'été et puis améliorer notre anglais. Donc c'est comme ça que le projet Australie a véritablement commencé. Mmh, donc c'est là où tu as eu une sorte de coup de cœur et j'imagine que quand tu es partie d'Australie, tu t'es dit: «Un jour je reviendrai». Mais en fait, je voulais plus partir. C'était le premier. J'avais 22 ans, c'était mon premier voyage toute seule, c'était mon premier long voyage au bout du monde, enfin c'était flippant. C'était parce qu'à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux et il y avait pas l'internet, comme aujourd'hui. J'ai l'impression de parler comme une vieille quand je dis ça, mais on avait une L'internet. mais on avait une carte téléphonique, pour pouvoir appeler, depuis la cabine téléphonique, nos parents une fois par semaine, pour pouvoir leur donner des nouvelles. Donc on était quand même assez à plus le décalage horaire de 8-10 heures selon la période, enfin, on était quand même assez, isolés et ça a été une expérience incroyable. C'était un vrai coup de foudre pour le pays, mais ça a été un coup de foudre pour dire: «Mais je peux le faire». C'est possible en fait. Je peux partir au bout du monde et je peux faire quelque chose de différent. Et je voulais pas rentrer. Sauf qu'à 22 ans, j'avais pas fini mes études, j'étais encore sous l'influence parentale, maternelle. Et ma mère, au mois de septembre, quand je lui ai dit je rentre pas, c'est bon, je reste là avec Vanessa. Là, elle m'a dit non, 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 tu rentres et la semaine prochaine, tu es à la fac à Nanterre. Ah! Je dis ouais, Tu non, maman, tu faisais quoi comme maman. études? J'étais à Sciences Po à Paris 10 à Nanterre. Ah!
Donc je dis: «Non maman, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer» et bon, bah, voilà, j'ai pas eu le choix et puis, 2 semaines après, j'étais rentrée un peu en retard dans ma rentrée scolaire et puis je reprenais les cours et donc je dis souvent le dimanche, j'étais à la plage en Australie et le mardi matin, j'étais à dans l'amphi et je crois que ce jour où je suis rentrée dans l'amphi, je me suis dit: «OK, j'ai pas le choix, il y a des règles de la société, je dois finir mes études, je suis pas indépendante, je suis là, mais ça, c'est pas ma vie et un jour je repartirai». Je crois au fond de moi, ce jour-là, je savais que ma vie, elle serait en Australie ou ailleurs, mais qu'elle serait pas ici. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, est-ce que donc quand tu arrives en amphi, que tu reprends tes études, est-ce que finalement tu avais un plan, dans ta tête, inconsciemment ou consciemment, mais est-ce que tu avais une sorte de plan? Qu'est-ce que tu ferais du coup une fois le diplôme en poche? J'ai jamais eu vraiment de plan précis parce que c'est super dur. Tu sais, c'est comme répondre à cette question de tu veux faire quoi quand tu seras grande ou Ouais, clairement. tu seras où dans 10 ans? Je me souviens d'une anecdote en première littéraire avec le prof de philo de l'époque qui nous avait demandé, donc au lycée, qui nous avait demandé de faire un essai sur où vous voyez dans 10 ans. Et j'avais fait tout un essai en disant, j'en sais rien. Je sais pas où je serai dans 10 ans tant que je suis heureuse, tant que je suis épanouie et tant que je suis quelque part où moi je l'ai choisi. Je peux être caissière ou je peux être chef d'entreprise, je m'en fous tant que c'est moi qui l'ai choisi et que ma vie me convient. Donc tu vois Ah ouais, déjà tu avais déjà un 15 ou super 16 état ans, d'esprit. ouais. Et quand je suis rentrée de la fac, quand je suis rentrée d'Australie pour aller à la fac, je crois que la seule idée que j'avais en tête, c'est: «Oh, j'ai pas envie d'être là». J'ai fait des études parce qu'il faut faire des études et puis parce que tant que tu sais pas ce que tu veux faire vraiment, j'avais des idées parce qu'à l'époque du master, donc j'ai fait une licence éco-droit et puis après j'ai fait un master Sciences Po avec une option communication et des expériences très journalistes. Donc à l'époque, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste de guerre, je voulais voyager. C'était un peu ça, tu vois, que j'avais en tête. Mais en tout cas, quand je rentre dans l'amphi ce jour-là, je sais que c'est que je veux pas être là et je veux pas être derrière un bureau et que ce que je venais de vivre depuis ces 3, 4 derniers mois, c'était, je voulais en faire ma vie. Donc, je savais pas trop exactement ce que ça voulait dire encore, mais voilà, l'idée commençait à émerger. Et une fois que tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu as fait alors? Parce que c'est ça qu'on aime bien comprendre, tu vois, dans le podcast, c'est comprendre un petit peu quel a été ton déclic. Tu t'es expatriée ensuite en Australie. Alors, si j'ai bien compris, mais tu vas nous raconter, il y a une love story dans l'histoire puisque tu n'es pas partie seule ou tu es partie seule et tu as rencontré ton mari là-bas? Voilà, démystifie un petit peu tout ça aussi, on veut tout savoir, bien évidemment. Je suis partie avec ma copine en 2007, donc je suis rentrée en octobre 2007, finir mon master 2 à Nanterre. En août 2008, je rencontre Guillaume chez nous, à Auxerre, en Bourgogne. Et en fait, Guillaume et moi, on était au lycée ensemble. On Ah! a on a des souvenirs ensemble, on avait des copains en commun. Voilà, on a eu une année ou deux en commun au lycée, mais on s'était complètement perdu de vue. Et puis, depuis 6 mois, j'avais ma copine qui me disait: «Oh, il y a un nouveau mec qui est arrivé qui est arrivé dans notre bande. Je suis sûre qu'il te plairait». Puis elle me montre une photo. Puis je dis: «Bah, je le connais. J'étais au lycée avec lui». Et en fait, pendant 6 mois, on s'est pas vus, on s'est juste croisés. Les fêtes où j'allais, il allait pas et vice versa. Et quand il allait aux fêtes, j'étais pas là. Et en août 2008, on a enfin été à la même fête. Et puis c'est là que la love story, elle a commencé. Donc 6 ans, 7 ans après le lycée. Et notre histoire a été juste une évidence. Enfin, tu vois, comme tu peux imaginer, une rencontre, un coup de foudre, et en disant, lui, c'est l'homme de ma vie, et ma vie s'arrête là maintenant avec lui. Donc, Incroyable. avec Guillaume, on a tout de suite fusionné, on a tout de suite emménagé ensemble à Paris. Je venais juste de finir mes études. J'étais à l'époque, j'avais eu un poste en responsable communication à la SNCF, donc un peu pistonnée, aidée par maman. Et j'ai fait 2 ans, pendant que Guillaume avait un super poste dans une entreprise, française, mais rachetée par une boîte américaine. Il était responsable des ventes en Europe. Donc lui, il voyageait déjà beaucoup. Toutes les semaines, il était parti dans un pays d'Europe et le week-end, j'essayais de le retrouver. Donc en
2 ans de temps, 2008 jusqu'à 2010. On a fait à peu près tous les pays d'Europe, tous les deux. C'est comme ça que notre histoire, elle a commencé. Ensuite, la SNCF, ça me plaisait pas parce qu'évidemment, ça allait pas avec mon idée de pas rentrer dans le cadre. Alors, devenir fonctionnaire dans une entreprise publique, c'était pas trop l'idée que je m'en faisais. Ça me convenait pas. Donc, je me suis mise à mon compte en 2010. On habitait toujours Paris. Je me suis mise à mon compte et j'ai ouvert ma première agence de communication globale pour les petites entreprises. Et voilà, notre vie a suivi son cours avec 2 bons postes, une vie parisienne sympa. Et puis, on a fait la demande par le biais de son travail d'un déménagement à l'étranger. On devait déménager à Prague. Ça a été annulé, donc on a eu un accord pour déménager à Bruxelles. Et en fait, entre ces 2 postes, il avait 1 mois de battement. Donc là, on est en février 2011. Il avait 1 mois de battement et où il devait prendre des vacances. Et là, je lui dis, on a besoin de vacances, c'est nos premiers 1 mois de vacances. Viens, on part en Australie. Il le savait déjà, mais que j'y étais allée quelques années avant. Ma copine était toujours là-bas. Elle était jamais repartie. Elle avait rencontré un Australien et elle était restée. Et voilà comment on part en février 2011. On part en vacances tous les deux en Australie pour 4 semaines. Sauf que je le savais au fond de moi qu'on ne reviendrait pas indemne de l'Australie, que Guillaume il tombera amoureux du pays et que ça nous ouvrirait des discussions et des rêves en commun. Et puis ça a pas loupé. Il a fait le curieux. Il a été voir s'il y avait des opportunités d'emploi à droite à gauche. Le hasard a fait qu'il a retrouvé un copain de BTS qu'il n'avait pas vu depuis des années, qui avait fait un stage à Brisbane et qui était jamais reparti. Donc, on l'a revu autour d'une bière et je pense que ça faisait 2 jours qu'on était en Australie. Ça faisait 1 heure qu'on était avec son copain qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Et là, son copain lui dit « Mais tu cherches pas un boulot ? J'ai mon patron qui cherche un commercial qui parle français depuis des mois et il trouve pas. » Et là, je vois dans les yeux de Guillaume que c'est mort. On reviendra jamais à Paris. Non, mais j'adore Élodie, je suis absolument fan de ce début de récit. Putain, c'est génial, c'est génial. Et de là, on dit souvent, il y a beaucoup de chance et tout. Alors, je me défends toujours en disant non, c'est pas la chance, on s'est créé, non, y a on pas se de crée chance. les choses. Ah, mais oui. Là, quand même, il y a un concours de circonstances qui fait qu'il y a eu cette opportunité-là. Donc, Guillaume a appliqué à l'emploi, à l'offre d'emploi. Il a fait l'interview par téléphone. Et puis, en fait, il a eu le job. Et quand le patron lui a dit, OK, quand est-ce que tu peux commencer et avec quel visa? Là, c'est moi qui pose un hic parce que je dis, mais attends, moi, le Working Holiday Visa, il est valable qu'une fois. Il est renouvelable seulement si tu fais 3 mois de ferme au milieu, ce que j'avais pas fait 3 ans auparavant. Donc, je dis, si toi, tu viens avec un visa, il faut que tu viennes avec un visa qui puisse me permettre de venir avec toi. Et là, je dis, le patron, il va jamais accepter, il te connaît pas, de te sponsoriser directement. Et en fait, ça faisait tellement longtemps qu'il cherchait un profil comme Guillaume et qu'il trouvait pas, qu'il a accepté de le sponsoriser. C'était le saint graal à l'époque du visa. Et incroyable. Il l'a sponsorisé, ce qui lui permettait de venir avec une concubine, avec sa conjointe, et ce qui me permettait d'avoir un visa et de pouvoir le suivre et avoir un visa de travail avec lui et pouvoir travailler sur place. Donc, on est rentré de vacances. Entre-temps, on a fini les vacances en Australie, on est rentré à Paris, on a déménagé à Bruxelles parce que c'était prévu. Et là, on a attendu la fin du déménagement et nos parents qui nous aidaient pour leur dire... je me souviens de nos parents qui disaient « Ah, vous allez être bien dans cette maison à Bruxelles et tout. » Et là, on leur a dit « En fait, on va pas rester. » On a lancé une procédure de visa pour l'Australie et puis on repart, quoi. Et ça a mis 6 mois quand même, 6 mois de procédure de visa. Donc, on a fait 6 mois à Bruxelles. Ouais. Là, c'était un visa de travail, donc c'était assez long. Et 6 mois plus tard... 6 mois plus tard, on avait tout vendu nos meubles et on avait laissé le préavis à Bruxelles et puis on était prêt à partir en Australie, sauf qu'entre-temps, je suis tombée enceinte. Ah non, mais c'est pas vrai. Quitte à pas faire les choses à moitié. Donc, je suis tombée enceinte et alors, attends, je te coupe, mais tu es tombée enceinte, donc c'était déjà prévu ou c'est encore une jolie surprise qui est arrivée comme ça? Non, c'est jamais vraiment une surprise. La vraie histoire, c'est que on avait commencé à en parler.
Et quand, en fait, je suis tombée enceinte une première fois en Australie pendant nos vacances. Donc, on avait vu ça un petit peu comme un signe au retour de vacances, c'est-à-dire, waouh, je suis enceinte. Et cette première grossesse n'a pas abouti. J'ai fait une fausse couche au bout de quelques semaines. Et Hmm. après, c'était quelque chose, quand, quand tu fais une première fausse couche et que tu as l'impression d'avoir touché à ça, touché à cette première grossesse, j'avais l'impression qu'en tant que femme, il n'y avait plus que ça qui comptait. Et c'était devenu quelque chose qui était vraiment devenu important pour moi. Et quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte une deuxième fois. Et voilà, et on a attendu 3 mois pour l'annoncer à la famille, sauf que les 3 mois ou les tout juste 3 mois, ils étaient à quelques semaines de notre départ, de notre départ en Australie. Waouh! C'est magique. En tout cas, c'est magique, je trouve, comme, tu vois, tu tournes une page, un chapitre de vie, vous partez en Australie, donc vraiment là où tu avais vraiment envie de vivre, tu tombes enceinte, le projet auquel tu tenais le plus à cœur se réalise. Enfin, c'est incroyable quand la vie est avec nous comme ça, c'est tellement puissant, je trouve, en termes d'émotions, positives. Cette année, elle a été complètement, 2010-2011 a été vraiment intense pour nous parce qu'on sortait vraiment en plus de 2 gros rôles, de boulot, où on avait, tu sais, ce genre de profil, 25 ans, à bosser 60 heures par semaine, Ah là là. À Paris et tout ça. J'ai perdu mon arrière-grand-mère cette année-là, avec qui j'étais très, très proche, et j'ai mis mais des mois et des mois à faire mon deuil. Et puis un jour, et puis j'ai eu 25 ans. Puis 25 ans, c'était, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à une étape suivante ou de commencer un nouveau cycle, tu vois? Et les choses se Mmh. sont, se sont imbriquées les unes dans les autres. Assez, voilà, les vacances en Australie, la proposition d'emploi, le visa, la grossesse, et puis go, novembre 2011. Novembre 2011, on est dans un avion, et aujourd'hui, avec le recul, on se dit waouh, mais on a réfléchi à rien. Tant mieux, hein. Parce que des fois, faut pas réfléchir trop, J'adore, j'adore. Oui, mais on oui, oui, a, vraiment. on a juste, on a dit c'est une opportunité qu'on peut pas laisser passer, et on a juste foncé en se disant on verra bien ce que ça donnera, et go, on y va, et ça marchera pas. Et puis, tu vois, c'était il y a, à force de dire 10 ans, de toute façon, ça fait 11 maintenant, 12, bientôt 12. Mmh. Donc, voilà. Ça passe vite. Et comment vous êtes passé donc de «J'arrive en Australie, tu es enceinte, ton chéri qui prend ce nouveau poste» à entrepreneur? Parce que ce qu'Élodie va nous révéler, c'est que, donc si j'ai bien compris, vous avez été entrepreneur pendant des années et en plus entrepreneur ensemble et vous l'êtes toujours d'ailleurs? C'est ça. Ouais. Moi, j'ai toujours été entrepreneur finalement. Je crois que ça faisait partie de moi. Après mon expérience SNCF, j'ai monté cette première agence de communication globale. Je travaillais sur la région Bourgogne, sur Paris-Île-de-France, et j'avais fait quelques contrats sur Bruxelles. Donc, j'accompagnais des petites et moyennes entreprises en communication globale, plan marketing, website, et tout, événements et tout ça. Et c'est une entreprise que j'ai pu continuer grâce à des prestataires et à des collaborateurs la première année où on était en Australie. Donc, je suis arrivée en Australie enceinte avec toujours cette agence qui tournait. Je prenais plus de nouveaux contrats, de nouveaux clients, mais je m'étais mis un point d'honneur à terminer et à finaliser tous les contrats en cours. Et puis, au bout d'une petite année, un retour en France, donc septembre 2012, avec un bébé de 5-6 mois. Ça m'a permis de rentrer en France et d'annoncer aux clients qu'en fait, ils pensaient ne pas m'avoir vue depuis un an parce que j'étais juste enceinte. Et en fait, je leur ai annoncé qu'ils m'avaient pas vue depuis un an parce que j'étais en Australie, chose qu'ils ne Juste savaient en pas, Australie. et ils n'avaient pas du tout réalisé. Je me levais au milieu de la nuit pour les phone calls, ou pour les réunions en ligne et tout ça. Mais Oh j'avais une my équipe god. de collaborateurs à Paris et en Bourgogne qui ont super assuré. Et ça m'a, voilà, la première année d'Australie, j'ai pu continuer ce business-là et le finir proprement. Et finalement, comment ça s'est passé au niveau, toi, de ton état d'esprit? Donc on se dit, donc nouveau départ dans un autre pays, 1 bébé, c'est pas rien, 1er bébé, enfin clairement on n'est jamais prêt, jamais prête. Plus, la gestion de ton entreprise à distance. Toi, d'un point de vue, ouais, bien-être mental, t'étais comment? C'était dur. Bah ouais. C'était dur. C'était un petit peu c'était des émotions assez partagées entre ça va et ça va pas, parce que
je suis d'une nature hyper positive, hyper fonceuse, et voilà, et de dire que ça va pas, c'est pas facile. Donc cette première année, je m'étais un peu, t'as pas le droit de te plaindre. C'est bon, tu Hmm. vis, t'as eu une super opportunité, t'as suivi ton conjoint en Australie, c'est magique. J'ai eu une première grossesse qui s'est super bien passée, un accouchement qui s'est assez bien passé. Enfin, j'ai un premier bébé adorable qui fait ses nuits à la sortie de la mat, qui dort la nuit. Enfin, le truc, tu vois, Waouh, qui, génial. mais évidemment, c'est dur. Évidemment, t'es jamais prête. T'es jamais prête tu sais pas ce que c'est une première grossesse, et tu sais pas ce que c'est l'arrivée d'un bébé, et d'un seul coup, ça t'arrive dans ta vie, et t'as pas ta mère, t'as pas ta sœur, t'as pas tes copines avec qui partager ça. Bah, et puis ton copain, il travaille, lui, toute la journée, parce que il faut bien que quelqu'un aille travailler et ramène un salaire, tu vois. Donc non, la première année, Complètement. elle est pas simple. Elle a des hauts, elle a des bas. 10 ans plus tard, je vais évidemment me souvenir que des bons moments, et puis bah, sans regret, on y va. Mais non, la première année, évidemment, elle est pas simple. On a eu la visite de nos parents pour la naissance pendant quelques semaines, la visite de ma sœur, de ma grand-mère maternelle. Donc c'était assez magique, voilà, pour les 2 mois autour de la naissance. Mais après, le reste de l'année, bah go, t'es toute seule, et j'étais plutôt du genre, tu sais, la tête haute, j'ai besoin de personne. Alors je vais certainement pas me plaindre et aller dire aux autres que, bah, en fait, je galère un peu, quoi. Ah ouais, tu hyper forte, mais pour le coup, pour rebondir sur ce que tu dis, on a le droit de se plaindre. Je pense que parce que j'ai tellement de personnes qui me disent, et de femmes qu'on coach, qui me disent en fait, «J'ai l'impression de pas être légitime parce qu'il y a pire dans la vie, parce que ci, parce que ça». Mais non, en fait, enfin, c voilà, la charge mentale, elle est là, et on a le droit de dire: «Bah, en fait, non, c'est difficile et là, j'en peux plus et je suis fatiguée et c'est dur». Et c'est pas se plaindre, c'est plus, je dirais, verbaliser les choses, et assumer, bah, sa part de vulnérabilité. Heu, Mais ça, voilà, c'est mon point de vue. c'est quelque chose qu'on nous apprend pas, parce que je crois que c'est quelque Tout chose à que fait, même tout à nos fait. mères nos mères et nos grands-mères ne se sont jamais permis, et ont toujours pensé faire sans reconnaître, tu vois, que Tout c'était à dur, fait, tout à et fait. qu'on Ouais, pouvait on serre les galérer. dents et c'est comme ça, quoi. Donc du coup, 10 ans plus tard, je te dirais, et en plus pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on en a parlé ces derniers mois, je parle de vulnérabilité, je parle de tout ça, mais là, aujourd'hui, avec ma maturité, tu vois, mais à 25 ans, si je pouvais m'adresser aujourd'hui à la moi d'il y a 12 ans, ouais, je lui dirais, oh, t'as le droit de lâcher prise. Et Ouais, puis, tout à fait, tout à fait. t'as le droit de demander de l'aide, et c'est pas grave. Et ça fait pas de toi une mauvaise femme, et ça fait pas de toi une mauvaise mère. C'est Tout normal. à fait, C'est normal que c'est normal de galérer. Enfin, que c'est normal que ce soit pas tous les jours simple. complètement. Et alors, quelle est la suite de l'histoire? Que s'est-il passé pendant ces 10 années? Parce que vous avez vécu, du coup, 10 ans à Brisbane et tu me disais dans un monde d'entrepreneurs. La vie a vite repris son cours d'un point de vue traditionnel. On s'est installé, on a eu un premier appartement, la naissance du bébé, on a déménagé dans une maison un peu plus à la campagne de Brisbane. Et puis, moi, j'ai commencé un an et demi d'Adam. J'ai commencé à chercher du travail, et puis à commencer à créer un peu mon réseau sur place. Ce qui n'était pas simple aussi dans cette première année, c'est que je suis arrivée en Australie sans parler anglais, ou je pensais que je parlais anglais, mais en fait, l'anglais du collège, c'est pas l'anglais australien de Brisbane. Donc, voilà, il y a tout ça, la langue, la barrière de la langue, se faire un réseau. Mais voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin les deux, trois premières années, ce qui me permet d'avoir des contrats de freelance pour des entreprises, même françaises, locales, et de pouvoir, bah voilà, faire des petits contrats de communication marketing à droite, à gauche. J'ai recréé un business en 2014, je crois, aux 2 ans d'Adam. 2014, j'ai créé un business euh, d'importation de produits pour enfants fabriqués en France par des créatrices françaises. Donc, j'avais créé un réseau de créatrices en France, et je leur commandais des produits que je faisais venir en Australie et que je revendais à des boutiques. Donc, ça, Waouh! c'était le genre de petit business parfait pour une jeune maman qui travaillait de la maison avec un bébé dans les bras, tu vois. Et c'était Et, rentable? Tu et arrivais à c'était te dégager un salaire? comment?
Je dis c'était rentable, tu arrivais à te dégager un salaire? C'était tout petit. Heureusement que Guillaume travaillait, mais ça me permettait surtout de me sentir occupée. Même Ouais, bien si, sûr, bien sûr. voilà, même si je pense qu'on parle de quelques centaines de dollars par mois qui ressortaient au début, D'accord. mais au moins, voilà, j'avais l'impression d'avoir un rythme. J'avais l'impression d'avoir un rythme et puis de Et pouvoir puis un voilà projet. m'occuper et d'avoir un truc à moi, quoi, Mmh, mmh, mmh. d'avoir un truc en dehors du bébé et de la maison, même si le bébé Carrément. était là, mais et puis, donc voilà, j'ai toujours eu ce truc d'entrepreneur et ça a fait son bonhomme de chemin. Guillaume, dans ces années-là, il a continué son job de commercial pour une entreprise donc australienne. Lui, il avait été embauché pour travailler, alors attention, ça va faire rêver, travailler sur les îles du Pacifique. Donc lui, il travaillait Ah pour la ouais! Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Et il faisait les navettes depuis Brisbane, mais c'était un travail qui lui plaisait pas. Mais c'était le travail qui nous avait permis d'être là. C'était le travail qui nous avait offert la possibilité d'avoir un visa. Et même si c'était pas un travail dans lequel il s'épanouissait, il savait qu'il avait 4 ans à donner à cette entreprise. C'est les conditions du visa. Donc pendant 4 ans, c'est pareil. Il a serré les dents et il a rien dit. Il allait au travail sans gros engouement. Il avait un salaire qui était moindre par rapport à la moyenne, mais on essayait toujours de relativiser comme quoi on était là, on habitait Brisbane, tu vois, on était au bord de Bien plages sûr. magnifiques et ça nous a tenus les premières années, même si avec le recul, les premières années, elles ont été compliquées. En 2015, on a eu notre deuxième bébé. Simon est né en février 2015. Et là, l'année 2015, waouh, financièrement, 2 bébés, une maison. Adam qui avait 3 ans, 3 ans et demi, qu'on essayait de mettre à la crèche pour avoir un peu de temps pour moi. Et la crèche s'est privée. La crèche, c'est une centaine de dollars par jour, pas remboursé parce qu'on n'a pas le bon visa. Donc, tu vois, ça commençait à être 2015, ça faisait 4 ans qu'on était là. Ça commençait à être lourd. Ça commençait à être lourd, ça commençait à être dur financièrement. Et, et je me souviens de la fin d'année 2015 où on comptait chaque dollar et je disais à Guillaume à combien de cafés takeaway il avait le droit dans la semaine pour être sûr de pas dépenser plus que ce qu'on avait, quoi. Ah Donc, ouais. l'année 2015 a été charnière pour nous, mais c'était aussi nos 4 ans en Australie et c'était la fin de ce que Guillaume devait à l'entreprise avant d'obtenir la résidence permanente. La résidence permanente qui nous donne droit à la sécurité sociale, qui nous donne droit aux aides de la crèche les aides gouvernementales pour ne payer plus que 30 ou 40% sur les 100 dollars. Toutes ces choses-là qui, d'un seul coup, te changent la vie, quoi, au quotidien. Complètement, complètement. Donc la fin de quelque chose, mais le début d'une nouvelle aventure. Mmh. Bah, là, Guillaume est au bord du burn-out et là, je lui dis, bah, faut que tu partes, faut que tu démissionnes. Ça faisait 15 ans qu'il bossait, 15 ans qu'il avait toujours été employé et il avait monté un business dans son business euh, avec l'accord de son patron de l'époque, sauf que son patron s'intéressait pas vraiment au business que Guillaume avait créé. Guillaume avait demandé plusieurs fois à devenir partenaire ou à prendre des parts et le patron était jamais intéressé. Et un jour, je lui dis, mais est-ce que tu as besoin de ton patron? Est-ce que tu as besoin de ton patron pour continuer ce business tout seul? Et là, il réfléchit, il me dit, bah non, en fait. Et donc, on a pris un rendez-vous chez un avocat pour être sûr de faire bien les choses et de pas que ça ne nous retombe pas dessus. Et en janvier 2016, Guillaume démissionne et 3 jours après, monte le business à son nom, le business qu'il avait mis en place depuis 2, 3 ans au sein de l'entreprise qui l'avait employé. Et il démarre sa première activité à son compte. Sauf que janvier 2016, on a à peu près 1000 dollars ou 2000 dollars d'avance sur notre compte épargne. Et que moi, je suis à mon compte et je gagne pas des milliers et des cents. Et là, on décide bah, c'est tout ou rien. On mise tout là-dessus. Waouh! Et puis, alors, il y avait un plan business et on était accompagné par un avocat et une comptable qui avait bien rendu le truc carré. Mais bah voilà, on s'est lancé un peu comme un nouveau cycle, tu vois, où 5 ans avant, 4 ans et demi avant, on arrive en Australie enceinte sans trop réfléchir. Et bah voilà, quasiment 5 ans plus tard, on se lance à notre compte tous les deux avec 2 enfants.
avec $2000 d'avance et en croisant les doigts, très très fort. C'est Très, beau, très, très, c'est beau. Quel très, très courage, fort. franchement, bravo pour ça. Quelle folie, je sais pas. Mais oui, mais en même temps, il faut bien un peu de folie dans sa vie, sinon on s'emmerde. Désolée de le dire, mais c'est vrai. Ouais, souvent on se dit, on en rigole maintenant et on se dit, on le referait? Ouais, ouais, on le Bah referait. ouais, mais Parce que, bien ouais, sûr. mais c'est vrai qu'on est toujours sorti un peu des boîtes. C'est vrai qu'on a toujours pris les trucs à contre-pied et bah voilà. Et là, c'était une fois de plus. Donc voilà comment en février officiellement 2016, on se lance. Alors Guillaume se lance à son compte. Moi, j'ai toujours mon entreprise de produits pour enfants, de produits français pour enfants. Et en fait, son entreprise marche tellement bien et qu'elle nous apporte très très vite un salaire. Et Guillaume, au bout de quelques semaines, me dit j'ai besoin de quelqu'un pour prendre le relais administratif. Et là, je fais les calculs et je dis mais attends, j'étais capable de dégager un deuxième salaire pour quelqu'un. Et il me fait tous ces calculs. Il me dit je pense que ça peut marcher. Je dis bah dans ce cas-là, c'est moi qui vais le faire. Plutôt que tu donnes un deuxième salaire à quelqu'un, autant que ce soit moi qui m'implique dans ton entreprise à toi. Et puis voilà comment en quelques semaines on s'est mis à notre compte tous les deux ensemble avec mon entreprise et son entreprise. Et puis voilà comment l'aventure entrepreneuriat a commencé en Australie tous les deux. Et je crois qu'au fond de nous on avait toujours eu envie de le faire et là c'était go, on y va. C'est génial parce que bosser en couple, moi personnellement, c'est un truc qui me fait rêver. Enfin, je trouve ça génial, mais je sais que ça peut être compliqué parce que ben t'es tout le temps ensemble, etc. Et que ben faut faire tourner une boîte, il y a un business derrière. Donc, comment toi tu l'as vécu? Ça s'est bien passé? Chacun était vraiment à sa place? Vous avez réussi à pas trop vous prendre la tête entre guillemets durant cette aventure? Bah, je crois que comme toute aventure, il y a une lune de miel et que les premières années, on était vraiment lune de miel. On a adoré, on a kiffé ça. Le fait d'être en Australie, au bout du monde, sans famille, depuis 5 ans, il y a des moments où ça a été compliqué. Tu vois, les enfants qui sont malades et que tu peux pas mettre à la crèche. Et il y en a, bah, c'est qui c'est qui prend une journée de repos? Bah, c'est moi, je peux Ah pas. Bah, ouais. moi, mon patron, il veut pas. Enfin, bah ouais, mais moi, j'ai un rendez-vous client. Et Ah. on se sentait un peu, waouh, mais c'est dur en fait. On n'a pas papier mamie, on n'a personne. Alors on n'allait certainement pas dire ça à nos parents. Parce que je pense que nos parents ils nous auraient dit, bah vous avez qu'à rentrer en France, tu vois. Ouais, Et c'était pas carrément. du tout le sujet. Donc l'entrepreneuriat est aussi. Guillaume souvent me disait quand il me voyait moi travailler à mon compte, même si je ramenais quasiment pas de salaire, il me disait oh, toi, je t'envie, toi. Tu fais ta journée comme tu veux et tu mènes ton truc comme tu veux. Puis ton boulot, ça a l'air d'être fun. Et je crois que c'est ça aussi qui l'a convaincu de se lancer, c'est de se dire, OK, ça va peut-être être dur, mais ça va pas être plus dur que les 4 années que je viens de passer, ou que je suis dépendant des décisions de quelqu'un, où je réclame, où j'ai pas un bon salaire, que je réclame une augmentation que je n'ai pas, et que quand je veux prendre une journée ou quand je veux poser 3 semaines de vacances pour aller en France, bah, mon patron, il me les refuse. Tu vois, et l'entrepreneuriat était pour nous comme une clé à la liberté et une clé à une autonomie totale. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a connu, qu'on l'a vécu les premiers mois et même les premières années d'entrepreneuriat. C'est que on faisait ce qu'on voulait. Et ça, Bah c'était bien sûr. magique. Bah bien sûr. C'était C'est magique. d'ailleurs Ça avait pas de prix. c'est souvent pour ça, alors bien sûr qu'on veut se lancer hein, dans l'entrepreneuriat, même si l'entrepreneuriat, c'est bah, finalement on est notre propre patron, donc comme tu le disais, il faut se dégager un salaire, et ça c'est une charge mentale qui est énorme, mais c'est ça qu'on veut, c'est la liberté, clairement. Tu l'as pas mentionné, mais l'entreprise dans laquelle vous avez, enfin l'entreprise que vous y tourné, c'était une entreprise dans le pneu, le recyclage de pneus, c'est ça? Juste parce que je pense que les auditrices vont se poser la question, mais c'était quoi cette entreprise? Ils ont fait quoi? Donc c'est ça? J'avais jamais marqué dans mon journal intime à l'époque que je travaillerais un jour dans les pneus. Ça, c'était pas du tout Ah prévu bon? dans mon, dans mon plan de carrière et dans mon plan de vie. C'était pas ton Mais dream job?
Non, non, pas du tout. Non. Tu vois, le côté créatrice française pour les enfants, les petits trucs faits main, ça me convenait plus, tu vois. Non, c'est dans les pneus. Ouais. Guillaume avait une opportunité en tant qu'employé pour un de ses clients en Nouvelle-Calédonie un jour qu'il y avait demandé un pneu et Guillaume il s'y connaissait pas et puis il a été chercher et puis en fait il a trouvé un container de pneus en Allemagne qui était 10 fois moins cher que en partance d'Australie malgré la proximité de la Nouvelle-Calédonie à l'Australie par rapport à l'Allemagne. Et puis, il a fait un premier container, un deuxième container. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'industrie du pneu. Et donc, on est trader, on est personne du milieu, middleman, entre les des grossistes du monde entier. Guillaume a passé des années à aller visiter plein de grossistes dans le monde entier et à faire toutes les foires internationales. Et en fait, les grossistes ne se connaissent pas forcément, mais il y en a un qui a un extra de pneus en fin d'année à vendre et il y en a un quelque part dans le monde qui a besoin de ce pneu. Et puis vice-versa. Donc voilà, on est un petit peu la personne du milieu à faire transiter les pneus dans le monde. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'industrie du pneu. Et pour le recyclage, c'est en 2017, on a décidé parce que 2 entreprises et 2 enfants, ça nous occupait pas assez. On a décidé de se lancer dans une idée folle qui était d'améliorer le recyclage du pneu en Australie parce que les chiffres australiens étaient vraiment pas bons. Pour donner une idée, sans rentrer dans un truc trop technique, mais en France, tu as 90% des pneus usagés qui sont recyclés et en Australie, on atteignait difficilement les 20%. Donc, on a mis en place une structure australienne, une start-up australienne qui nous a valu des années folles, des années incroyables, en mode start-up, en mode investisseur, en mode start-up hub en plein Brisbane. Et des voyages à San Francisco, une reconnaissance nationale de la part de l'Australie, gagner un award, ça a été magique. Mais on a fini 2018-2019 sur les rotules, épuisés, fatigués, mais magique. C'était notre expérience professionnelle pendant ces dernières années. Bien sûr, et les aventures entrepreneuriales, ça peut être épuisant, clairement, ça l'est souvent. C'est très dur de gérer vie pro, vie perso, c'est souvent bien confondu et l'équilibre est difficile à maintenir. Et du coup, tu parles de 2018-2019, donc vous êtes sur les rotules, il y a l'arrivée du Covid, donc j'imagine que les choses se sont compliquées pour vous. Complètement. Début 2020, je pense qu'on était au top d'un point de vue professionnel. On était au top d'un point de vue fatigue. Toute la liberté d'entrepreneurial, on l'avait perdue. On bossait 60 heures par semaine pour mener 3, 4 entreprises de front. Et les enfants, on les voyait pas ou peu ou pas assez. Et Covid est arrivé. Et là, on s'est retrouvés du jour au lendemain en confinement et avec tous nos business qui se sont arrêtés, mais overnight, en une nuit, plus de business. Et on s'est retrouvés à la maison tous les 4. Et là, tout le monde a commencé, nous, on a commencé à paniquer au début en disant « Oh, mais comment on va faire ?» Tout le monde a commencé à paniquer autour de nous. Et en fait, c'était notre meilleure vie. En fait, on a kiffé. On a adoré. Alors, je sais que ça a été un changement pour beaucoup, mais se retrouver à la maison, tous les 4, à pouvoir profiter du temps en famille, du temps de qualité. Notre grand, qui était en CE2 à l'époque, faisait de l'anxiété à l'école. D'un seul coup, on le retrouve comme un petit enfant de 8 ans, complètement content d'être là et d'avoir papa et maman pour faire l'école. Et au bout de 10 semaines de confinement où on adore notre vie, je dis à Guillaume, on peut pas les remettre à l'école, on peut pas leur faire ça. Moi, j'ai pas envie de revenir dans notre vie d'avant. Et c'est là, à la fin du confinement, que on décide de déscolariser les enfants de manière officielle et de les passer en home education, qui est l'équivalent de l'IEF en France, juste pour voir venir, juste quelques mois, et on verra comment cette crise passera. Et on a vendu un business, le business des produits pour enfants avant qu'ils se cassent la figure. On a perdu le business de recyclage parce que on était en accord avec le gouvernement et à cette époque-là, le gouvernement nous a dit mais le recyclage c'est plus notre priorité avec la période Covid et donc le business a
est mort pendant cette période-là. Et on s'est rattaché à notre premier business, le premier business que Guillaume avait créé, où on n'avait pas d'employés, pas de bureau, pas d'investisseurs, juste Guillaume et moi, pour pouvoir travailler, juste une connexion Internet. Donc, on a lâché nos bureaux, on a gardé les enfants à la maison et on a commencé ce nouveau mode de vie un petit peu tous les quatre. Et on habitait dans une très, très grande maison et on a réalisé, et pendant le confinement et après, que cette grande maison, elle nous convenait plus. C'était la maison de nos rêves de ces dernières années, de la réussite professionnelle, mais elle nous convenait plus et on vivait dans seulement 30% de la maison. Et là, on arrive avec une idée folle de dire, on vend tout, on lâche tout, on achète un terrain, on construit une petite maison, une tiny home. Et donc ça, c'est courant 2020. Ça a été vraiment le projet d'après Covid. Sauf que les choses se sont pas passées comme prévu, ça se passe pas toujours comme prévu. Et à 6 semaines de déménager de notre maison actuelle, le projet d'achat se casse la figure, les vendeurs annulent la vente. Et là, Guillaume me dit, mais dans 6 semaines, on est à la rue. Et on venait d'acheter une vieille caravane. On venait d'acheter une vieille caravane pour retaper, s'occuper les mains, et parce qu'on travaillait moins. Et on se dit, et je lui dis en rigolant, écoute, la vieille caravane qui était pour les vacances et les week-ends, tu as 6 semaines pour la finir, autant que tu peux. Et ça va être notre maison de transition, le temps qu'on trouve un nouveau terrain à vendre quelque part dans la région et qu'on puisse se relancer sur un nouveau projet. Donc voilà comment on se retrouve fin 2020 à lâcher notre grande maison, à avoir tout vendu, à avoir gardé le strict minimum et à partir dans cette vieille caravane qui n'est pas à mettre nos meubles en garde-meubles et parce que on doit revenir et à partir avec la caravane qui n'est pas finie. Et on se dit, dingue, ça, on part en vacances quelques semaines et puis dans quelques semaines, en mois de décembre, on reviendra dans le coin pour chercher un terrain à vendre. Et puis, en fait, on n'est jamais revenu. Ça, c'est l'histoire de ta vie, en fait. Tu pars en vacances, mais tu reviens jamais. Je dis ça, c'est l'histoire de ta vie. Tu pars en vacances, mais tu reviens pas. C'est ça. C'est ça. Et puis, si tu calcules, on est en 2020, on est quasiment 10 ans après être arrivé en Australie. Il y a toujours ce cycle de 5 ans qui revient où, c'est vrai. tu vois, de 5 ans où on change tout. Et là, on avait ce besoin de se retrouver tous les quatre, cette caravane de 9 mètres carrés où elle est pas finie, elle prend l'eau au plafond, mais ça nous va et c'est juste pour les vacances. De toute façon, on l'aurait réfléchi, on l'aurait fait différemment, on l'aurait pas fait comme ça et finalement, c'est comme ça qu'on aime l'aventure. Et on est parti quelques semaines et en fait, on n'est jamais revenu. 1 an après, on a décidé de revenir pour vider le garde-meuble et vendre l'intégralité du garde-meuble parce que ça nous avait coûté très, très cher cette première année et qu'au fond de nous, on savait qu'on n'avait plus besoin de ces meubles et qu'on n'était pas prêt pour aménager dans une maison, petite ou grande, peu importe, et qu'on avait envie de continuer le voyage. Donc voilà comment, 2020, 2021, début 2022, on s'est retrouvés à voyager, à faire le tour de l'Australie pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, faire le tour de l'Australie dans notre vieille caravane et c'était magique. C'était juste magique et ça a été une révélation c'est notre vie. En fait, pour la première fois, on a l'impression d'avoir choisi pièce par pièce le contenu de notre quotidien et on a juste kiffé. Alors évidemment, il y a des mauvais moments, évidemment, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des galères pas possibles sur la route, mais à aucun moment on a douté à cette période-là qu'on voulait autre chose. En tout cas, on n'est pas prêt pour autre chose tout de suite. Voilà comment on est devenu famille nomade en Australie, puisque de toute façon, à l'époque, Covid, on n'avait pas le droit de sortir du pays. Donc, c'était notre plus belle liberté. Plutôt que de se sentir piégé en Australie dans un Covid très, très strict, nous, on est parti sur les routes australiennes au fin fond du désert, tout seul. Et on a fait le tour de l'Australie et on a créé des souvenirs fabuleux. Et c'est incroyable, votre histoire, elle est vraiment incroyable. Et tes enfants, ils se sont vite adaptés à cette vie-là. J'imagine, non, c'est pas forcément... j'ai l'impression quand même que les enfants jeunes s'adaptent super vite et au contraire, ils adorent en fait ce type de vie-là. De toute façon, à l'époque où on est parti, on n'est pas parti avec un plan à leur dire on part et on revient pas. Donc, c'est où on part et on verra. Et ils ont 5 et 8 ans à ce moment-là. Ils suivent. Enfin, qu'est-ce que tu veux, 5 et 8 ans, ils sont contents d'être avec nous, ils sont contents de vivre l'aventure, et ils adorent l'école à la maison et il y a
y a aucune question qui se pose. Et franchement, les enfants sont incroyables. Je dis souvent, tant que les parents vont bien, les enfants vont bien. Tant que les parents montrent que ça va, les enfants, ça va. Totalement d'accord Les avec toi. enfants, les enfants, nos enfants ont besoin d'un cadre. C'est marrant parce qu'ils ont besoin d'une routine, ils ont besoin d'un cadre. Et en fait, leur cadre aujourd'hui, c'est devenu nous quatre. Tant qu'on est tous les quatre, peu importe où on est, peu importe où on dort, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on est tous les quatre, ça leur va. Et du coup, les besoins de chacun ont énormément diminué. Les besoins matériels ou les besoins de réussite ou les besoins de reconnaissance, ou tout ça est en train de, j'allais dire disparaître. Ça disparaît jamais vraiment, mais en tout cas, ça se minimise chaque jour, tu vois. On est à se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, aujourd'hui, c'est nous. Ouais, vous avez développé, enfin, une éducation basée sur des valeurs vachement plus essentielles et des valeurs fondamentales qui sont différentes et comme tu dis, qui sont finalement les plus importantes et c'est génial. Et donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes nomade. Où êtes-vous? Où es-tu, Élodie? Où êtes-vous aujourd'hui? Que faites-vous? On est en Afrique. On est en Afrique depuis 3 mois. L'année dernière, quand les frontières ont réouvert, les frontières australiennes, on a eu j'ai perdu mon grand-père en France l'année dernière, donc on a eu la possibilité de partir en France. On est parti en France 6 mois. On a fait un tour de France en camping-car, en laissant la caravane et la voiture dans un garage en Australie. Et on a vécu une expérience folle, 6 mois d'hiver en camping-car à la neige avec les enfants, magique. Et puis, quand on est rentré en Australie au mois de juin, on s'est dit, mais en fait, et si c'était ça notre vie? Si notre vie, c'était, on est basé en Australie avec la caravane et on bouge, on trouve des fois du boulot, on s'occupe, on trouve des projets, des plans. Et quand on a envie, on met la caravane et la voiture, parce qu'on n'a plus que ça. On met la caravane et la voiture dans un endroit sécurisé et on prend un avion et on part quelque part. Et au mois d'août, on a commencé à réfléchir où est-ce qu'on veut être en fin d'année. Et moi, je dis à Guillaume, moi, j'ai un rêve depuis toujours, je veux faire l'Afrique. Mais je veux pas faire l'Afrique 2 semaines, je veux faire l'Afrique vraiment. Et on est arrivé fin octobre en Afrique du Sud, avec un billet aller simple et pas de billet retour. Donc, on est en Afrique depuis fin octobre, en sac à dos, tous les quatre. Dingue, 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 dingue. Et vous vivez comment? Enfin, vous vivez toujours de votre entreprise, mais c'est quoi votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes basé quelque part? Est-ce que vous continuez de vivre et de voyager? C'est quoi la suite? On vit toujours de l'entreprise. La beauté avec ce mode de vie aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de charges financières. Donc, on n'a plus de poids ou de stress financier sur les épaules. L'entreprise marche bien. Elle a 7 ans aujourd'hui, donc il y a vraiment des relations vraiment pérennes et qui nous permet d'avoir un revenu régulier tout au long de l'année. Mais on travaille moins et on gagne moins qu'il y a quelques années, mais on a moins besoin d'argent. Et quand on est dans des périodes où, là, comme décembre, janvier, c'est des périodes très calmes où on rentre quasiment pas de salaire, c'est pas grave parce qu'on sait que on a moins à sortir que si on avait une maison et des emprunts et des charges et tout ça. Donc il y a beaucoup moins on peut s'arrêter d'un seul coup, on peut arrêter nos dépenses d'un seul coup et on peut minimiser nos dépenses au strict minimum. Donc ça, c'est la façon dont on vit aujourd'hui, ce qui nous permet de travailler seulement que quelques heures par semaine. Et ça, c'est la beauté de ce business qu'on était loin de s'imaginer en mettant en place en 2016, la liberté que ça nous procurerait 7 ans, 8 ans plus tard, quoi. Non, mais bien sûr, mais c'est là qu'on réalise, par exemple, en France, quand, enfin, il y a tellement de tout est tellement cher, en fait, que tu as besoin de te dégager un salaire, qui puisse, du coup, te payer tout ce dont tu as besoin de te payer, le loyer, toutes les charges, l'électricité et cetera et cetera. Et c'est vrai que tu te rends compte que si tu avais le même salaire et que tu vivais autrement, comme vous, par exemple, mais en fait, tu les rois du monde. Enfin, tu entre guillemets, tu vois? Tu vis Ah très ouais, bien hein. et de manière confortable, quoi. C'est inévitable de tomber dedans de toute façon. Je veux dire, quand t'as pas vu autre chose, on est tombé Ouais. dedans. Nous les premiers, après des années de galère, on a lancé l'entreprise qui a bien marché. Et on a changé de maison, on a changé de voiture, et puis on a inscrit les enfants à de plus en plus d'activités sportives. Et en fait, plus tu gagnes,
de l'argent, plus t'en dépenses. Et puis, Plus t'en plus t'en dépenses. dépenses, plus t'as besoin d'en rentrer. Et ça devient un cercle vicieux. J'ai jamais eu autant de stress que en rentrant de là. Alors, c'est sûr, ça fait vachement... c'est un peu bizarre de l'entendre comme ça, mais c'est vrai. La vie n'est pas qu'une question d'argent. La vie est une question de dépenses. Si on m'avait dit il y a quelques années que pour gagner plus, il fallait que je dépense moins, eh ben, il y a plein de trucs il y a une époque de ma vie, j'aurais pas acheté ou que j'aurais arrêté de dépenser, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et c'est bien, on est en train de revoir notre manière de consommer et c'est clairement nécessaire. Ah ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en vivant avec le strict minimum, les gens des fois nous disent mais comment vous faites parce qu'effectivement là l'Afrique en sac à dos, ça nous coûte plus cher que la caravane en Australie, c'est certain. Mais on travaille pour ça. On travaille pour ça et on n'a pas d'autres dépenses. Si demain t'as pas ton loyer ou t'as pas ton remboursement maison ou toutes tes charges, bah tu peux te payer 4 billets d'avion pour la famille dans le mois pour partir quelque part. C'est C'est juste vrai. que on n'a pas plus d'argent que les autres. C'est juste qu'on a une façon différente de le dépenser. Et qu'aujourd'hui, nos dépenses se sont centrées sur profiter des voyages, profiter du quotidien, mettre de côté pour préparer l'avenir. Et puis voilà. Et on n'a pas besoin de gagner plus parce qu'on n'a pas envie de travailler 10 fois plus. Donc aujourd'hui, Ouais. on a trouvé notre équilibre comme ça. Et là, ça nous permet, voilà, depuis 3 mois en sac à dos, du coup, on a un mode de vie un peu différent de l'Australie parce qu'on loue des voitures ou on se déplace en transport en commun, en bus, en train. On a raconté pas mal d'aventures sur Insta ces derniers mois sur les transports en commun africains. Et puis, on dort à l'hôtel, on dort chez l'habitant. En Namibie, on a fait l'Afrique du Sud. Ensuite, la Namibie, on a fait, tu sais, la voiture avec la tente de toit. Et puis après, on a fait le Botswana, la Zambie. Et puis en Tanzanie, on a fait habiter chez l'habitant. Voilà, c'est une expérience incroyable et où on est, pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place. Pour la première fois de ma vie, je suis en accord avec ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais vraiment. Et je le fais plus pour quelqu'un d'autre. Je le fais à la rigueur pour mon mari et mes enfants, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est génial et tu te dis mais l'ouverture d'esprit que tes fils vont avoir face à la vie, face aux choses, enfin les valeurs que tu leur inculques, mais ça a pas de prix quoi, c'est juste énorme. Ah bah là, pour parler d'ouverture d'esprit, on est en plein dedans, hein, parce que on vient de faire un mois en Tanzanie. On avait prévu on avait prévu sans l'avoir organisé, mais on devait continuer sur le Mozambique pour rejoindre l'Afrique du Sud, pour rentrer en Australie d'ici quelques semaines. Et en fait, en début de mois en Tanzanie, on a fait 2 semaines de volontariat dans un village très 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 local, en pleine immersion. On a fait 2 semaines de volontariat en école et en orphelinat et on s'est pris une claque monumentale, évidemment par ce qui se passe ici, mais par la place euh, que par la place que ça a pris dans notre vie. Et donc du coup, en fait, au lieu de partir et de continuer le voyage en mode road trip, on s'est dit non, on veut revenir et on vient de revenir dans le village. Et en fait, on vient de décider de passer les 2 prochains mois, donc jusqu'à la fin de notre visa, les 2 prochains mois dans le village. Et on vient de faire 2 choses qu'on n'avait pas faites depuis 3 ans. On vient de louer une maison et on vient d'inscrire les enfants à l'école en C'est Tanzanie, incroyable. au C'est fin fond de la énorme. Tanzanie. Si on m'avait dit ça il y a ne serait-ce 3 mois, je l'aurais pas cru. Et en fait, c'est la beauté de cette liberté, c'est que on se laisse couler et on fait ce qu'on a envie au moment où ça se présente. Si ça marche 2 mois, parce que c'est le coût du visa, si ça marche 2 mois, c'est génial. Et même si ça marche pas et que demain on part et qu'on arrête, bah c'est pas grave, tu vois. C'est notre choix à nous et c'est pas un choix qui est mené par quelqu'un d'autre. Carrément et c'est beau de voir que ce type de manière de vivre, en fait, en même temps, tu développes un état d'esprit qui est associé avec votre, ouais, avec cet art de vivre et j'ai l'impression que c'est le bon état d'esprit, tu vois? C'est, enfin, je sais pas si tu travailles ton développement personnel à côté, mais on sent quand même qu'à travers tout ce que tu dis, il y a quand même, les bases, les enfin, voilà, on retrouve pas mal de choses, de on va dire, entre guillemets, «du bon esprit» à adopter dans la vie, de la perception, tu vois? La bonne perception, qu'il faut avoir de la vie, enfin pas qu'il faut avoir, mais qu'il est mieux d'avoir. En tout cas, je retrouve pas mal de choses comme ça chez toi. Est-ce que c'est venu avec le voyage?
C'est venu complètement naturellement. En fait, si tu m'avais posé la question il y a 10 ans ou enfin il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans dans mes choix de vie, j'étais un petit peu, très déterminée à dire, «Ouais, c'est moi qui mène la meilleure vie», tu vois? Ma vie, c'est la meilleure et je me donne les moyens et du coup, je dois rien à personne. Tu vois? Un petit peu pédante et un petit peu, en manque de modestie sur ce que je faisais. En même temps, je m'étais battue contre plein de choses où j'étais toute seule, tu vois. Donc, ça forge un petit peu le caractère. Et en fait, l'analyse qu'on fait suite à ces 2 ans de voyage, euh, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que c'est peut-être une vie qui fait rêver, mais c'est pas tous les jours une vie de rêve non plus. Et c'est pas une vie pour tout le monde. Et tout le monde ne peut pas partir et s'expatrier à 17 000 kilomètres de sa famille et de ses racines. Et tu le fais pas sans raison intérieure, profonde, tu as d'un sac à dos que tu te portes sur le dos. Tu t'envoies pas tout valser sans raison non plus. Et tu te retrouves pas dans une caravane à 4, dans 9 mètres carrés sans raison non plus. Et je crois que c'est aujourd'hui, on en est conscient parce que malgré cette vie de rêve et malgré tout ce que je raconte, où là les gens écoutent en disant waouh, 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 bah, l'année dernière, Guillaume, il a fait une dépression. Et celle-là, on l'a pas vu venir. Et finalement, tu te retrouves face à des démons et à prendre des claques et à se dire, à pas avoir de regrets, à se dire, heureusement qu'on a fait tout ce qu'on a fait ces dernières années, ça a permis certainement d'avoir une dépression plus contenue et d'avoir pu l'accompagner et d'avoir pu le rattraper à temps, tu vois. Et effectivement, aujourd'hui, en 2023, si maintenant je vais avoir un discours beaucoup plus modeste et beaucoup plus détachée parce que je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience de ma vulnérabilité. Et c'était quelque chose qui faisait pas partie de mon vocabulaire il y a encore un an. Et je crois que ça fait partie de la maturité aujourd'hui, c'est que tu peux pas grandir sans un jour réaliser que on est tous vulnérables et on est tous fragiles et c'est ok. Et c'est pas grave et c'est ok. Mais vaut mieux s'en rendre compte et vaut mieux travailler dessus et avancer là-dessus parce que si tu fermes les yeux et que tu continues à t'enfoncer dans une routine qui te plaît pas, dans une vie que tu ne maîtrises pas, bah les dégâts et les dégâts collatéraux, ils peuvent être encore pires. Et donc oui, développement personnel à fond, mais c'est récent, c'est très récent. D'accord. Mais c'est bien ce que tu dis. Je dis toujours que, ben, assumer sa part de vulnérabilité, c'est être forte, en fait. On pense souvent que ça nous rend faibles, mais pas du tout, c'est tout le contraire, c'est une force énorme. Et si je peux me permettre, est-ce que vous savez quel a été le déclencheur de la dépression de Guillaume? Non, et Guillaume travaille encore dessus. Il a beaucoup avancé ces 3 derniers mois. Le voyage en Afrique lui a permis de prendre beaucoup, beaucoup de recul sur plein de choses. Je crois que ce voyage était prévu avant même qu'il touche le fond et ce voyage est arrivé juste à point nommé. Tu sais, comme quand on disait, tu disais, oui, votre départ en Australie, puis tu pars enceinte et tout ça, les choses s'imbriquent. Bah là, c'est pareil. Le moment où il a sombré, une semaine après, on partait en Afrique et je me dis, mais heureusement qu'on avait ce projet-là, heureusement qu'on avait ça pour se sortir de cette spirale. Et donc, pour répondre à ta question, non, et il travaille toujours dessus. Et voilà, on commence l'année fragilisé, mais sûr de nous et sûr de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Et on n'attend plus une reconnaissance extérieure, on se concentre sur notre reconnaissance personnelle, tu vois, individuelle, parce que, parce que de toute façon, je dis souvent, si tu as des rêves, vaut mieux que tu les réalises toi-même parce que personne va te prendre la main pour les réaliser à ta place. Bah, si tu vas pas bien, vaut mieux que tu le réalises toi-même et que tu travailles sur toi parce que si tu n'as pas décidé d'aller mieux, les autres, ils pourront pas t'aider non plus. Tout à fait vrai. En tout cas, Elodie, un grand merci d'être venue raconter ton histoire, votre histoire au micro des locomotives. Je savais hein, que ton histoire allait être dingue et que ça valait le coup d'attendre et de reprogrammer encore et encore et encore notre enregistrement. Donc clairement, je suis absolument pas déçue d'avoir attendu autant de temps. Je savais que ton histoire méritait d'être racontée, comme beaucoup d'histoires. Je pense qu'on a tous une histoire à raconter. Donc merci pour ça, mais ce n'est pas encore terminé.
terminer, sache qu'à la fin de tous les épisodes, il y a 3 questions rituelles. Alors la première, tu nous en as déjà un petit peu parlé, je pense que tu vas peut-être redire la même chose, mais quel était ton rêve de petite fille? D'être heureuse. Ah déjà? Tu pensais déjà à ça? Ah oui, ouais, c'était juste, je voulais, à part le rêve d'avoir des enfants bilingues et habiter au bout du monde et parler anglais, depuis longtemps, je voulais être heureuse et faire ce que j'avais envie moi. Est-ce que tu as une phrase, un mantra, une phrase qui te guide dans la vie? Euh, Mes limitations sont celles que je m'impose moi-même. Ça, c'est une phrase qui me tient depuis longtemps. De dire que si je me fixe pas de limites, j'ai pas de limites. Et que c'est pas les autres, je laisse pas les autres m'en fixer. Donc, limitation are self-imposed en anglais. Donc, les seules limitations, c'est celles qu'on s'impose. Parfait. Et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Être la locomotive de ma vie, ça me fait penser à un train. Et en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous dit souvent qu'il faut prendre le train et qu'il faut aller vite et qu'il faut arriver à destination le premier. Et en fait, maintenant, avec les années, j'ai envie de dire OK pour le train, mais par contre, on a le droit de choisir la gare de départ, on a le droit de choisir la gare d'arrivée, on a le droit de s'arrêter au milieu, on a le droit de prendre le prochain train. Et si on n'est pas le premier arrivé, c'est pas grave. Et c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et ma locomotive à moi, c'est ma vie à moi que je me suis choisie. Bravo. C'est accepté. Non, c'était parfait. Tu prends. Tout à fait aligné. Ouais, carrément, je prends carrément à 100%. Merci Élodie, c'était génial. Un immense merci. J'invite toutes les auditrices du podcast à aller faire un tour sur ta page Insta qui est canon avec des photos de voyage qui font rêver et tu racontes pas mal de choses, tu te dévoiles. Il y a beaucoup d'authenticité et de spontanéité, donc c'est assez cool. Je te souhaite une merveilleuse continuation, une belle aventure en Tanzanie et plein de bonheur, évidemment. Eh ben, merci beaucoup, Sandra. Merci de cette opportunité d'avoir parlé à ton micro. J'aime beaucoup ton podcast. J'aime beaucoup les femmes que tu interviews et je suis très fière d'aujourd'hui en faire partie. Donc, merci à toi, Sandra. Merci beaucoup, Élodie. Salut. Ciao. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.